Bonjour à tous, avec cette vidéo que je vous propose de décrire ensemble, nous allons étudier plus particulièrement cette petite tête de tortue qui figure le Tartare, une région des enfers, et qui se trouve de façon récurrente sur le pied des fibules. Alors il s'agit essentiellement des fibules non figuratives, et nous allons voir qu'elles contiennent dans leur sein plusieurs codes. Alors ces derniers vont régenter jusqu'à la forme même des fibules, tel un canevas sous-jacent. Et la tortue est en quelque sorte une clé qui va nous ouvrir la voie de la compréhension de ces fibules. Alors, sur de nombreux forums, on se pose la question, pourquoi une tortue figure-t-elle sur le pied de nombreuses fibules romaines? D'où cela peut-il venir? Donc, comme nous le voyons, cette petite tortue se trouve souvent essentiellement sur le pied des fibules romaines. D'abord, il faut bien comprendre que nous sommes dans un contexte éminemment religieux. Donc les Romains ont emprunté aux Grecs, qui ont emprunté à des civilisations antérieures. Ça, nous le savons bien, c'est ce que nous appelons le syncrétisme. En outre, les peuples indo-européens partagent sur plusieurs plans un fond commun mythologique originel. En effet, la tortue est un élément fondateur dans beaucoup de mythologies, au niveau de la cosmogonie. Alors symboliquement, son aspect ramassé et ses quatre pattes fermement plantées dans le sol font de cette tortue un animal dit cosmophore, c'est-à-dire qu'il est chargé de porter le monde sur son dos. Donc en voici une représentation. Celle-ci est indienne, donc on voit que différents éléments vont reposer sur la carapace de la tortue. Alors, quel est le lien entre la tortue et le tartare? Eh bien, au niveau étymologique, le terme français tortue aurait pour origine le Tartare, qui est la région des enfers dans la mythologie gréco-romaine. Alors, comme en témoigne par exemple l'italien tartarugue, cette racine se retrouve dans toutes les langues latines. Les Grecs et les Romains, eux, nommaient cette région des enfers Tartaros ou Tartarus. Il consistait en un puits, une fosse profondément enfouie sous les pieds. Alors les punis, entre guillemets, subissaient 1000 tourments. Et pour les chrétiens, l'adjectif tartare s'appliquait aux messagers de l'enfer, sens passé en latin des saint Paul. Dans les représentations du christianisme, la tortue, symbole des ténèbres, apparaît combattue par le coq, figure de la lumière, et on notera que le coq est aussi un attribut, un avatar d'Apollon. Alors l'opposition entre les deux animaux existe avec cette valeur dès l'Inde védique, dans le culte de Mitra et ensuite en Perse. Alors tout ceci indique que nous sommes bien dans un domaine particulier, celui de la religion et des mythes. Alors comme la tortue en cosmogonie est un très vaste sujet, j'ai choisi de vous présenter seulement quelques morceaux pour que la vidéo reste, on va dire, digeste et ludique. Mais on peut voir brièvement ensemble que la tortue en Inde s'appelait Kurma, qu'elle représentait déjà le monde, et que sa carapace évoquait déjà le ciel, son corps étant la terre. C'était aussi le second avatar de Vishnu. Alors ce qui est intéressant aussi, en Inde, c'était de voir que la tortue était un animal aquatique qui se trouvait dans un océan de lait. Elle supportait le mont Mandara, lequel était baratté à l'aide d'un serpent et de divinités bénéfiques d'un côté d'une rive et de divinités maléfiques sur l'autre rive. Alors le barattage de cet océan de lait a créé un tas d'animaux fantastiques et d'autres divinités de toutes sortes. Plus proche de chez nous,
en Égypte, parmi les nombreuses créatures de Ptah, Shéta, qui était le nom de la tortue, était particulièrement mésestimé et exclu des listes d'offrandes animales aux divinités. Toutefois, on a trouvé beaucoup d'ossements de tortues dans certaines fouilles archéologiques. Ces derniers suggèrent qu'il y a eu beaucoup de sacrifices de tortues lors de rituels liturgiques. En tant qu'animal aquatique, la tortue était liée au monde inférieur. Elle fut associée à Seth, donc qui représente la divinité de la nuit, et unie avec les ennemis de Ra, qui tentaient d'arrêter la barque solaire pendant qu'il voyageait à travers le monde souterrain. Horus, lui, représentait la lumière. Depuis la 19e dynastie, et particulièrement dans les périodes gréco-romaines tardives, donc les tortues étaient rituellement transpercées parce qu'on les considérait comme des créatures maléfiques. Alors que par le passé, plus anciennement, la chair de la tortue du Nil était consommée depuis l'époque prédynastique jusqu'à l'Ancien Empire. Et ensuite, la chair des tortues a commencé à être considérée comme une abomination de Ra. Et cet animal est devenu maléfique. Après le Moyen Empire, la forme de la tortue a été très rarement associée à n'importe quel objet qui entrerait en contact étroit avec une personne, ce qui reflète l'hostilité explicite croissante montrée aux tortues dans les scènes et les textes. Après la 19e dynastie, la tortue est généralement représentée comme une créature maligne, liée à Apophis et réservée à l'extermination rituelle. Donc, on le voit, la tortue a fini ainsi par être associée avec le monde souterrain des enfers à l'époque ptolémaïque. Pour en venir plus directement à nos fibules romaines, de par le monde, il y a en fait 329 espèces de tortues. Certaines sont aquatiques, d'eau douce, terrestres ou maritimes, d'eau salée. Parmi ces nombreuses variétés, j'ai découvert une espèce qui a vraiment un look particulier. Elle se nomme Trionyx triungis et elle est parfois appelée la tortue molle du Nil. Ceci va avoir son importance. Donc la tortue du Nil. On ne peut qu'être surpris par sa ressemblance avec celle figurée sur les fibules. Effectivement, si je voulais représenter ce petit œil particulier sur le pied des fibules, je vois mal comment je m'y prendrais autrement. C'est assez incroyable la ressemblance. Alors aussi, cette tortue comporte un petit appendice nasal tout à fait particulier. Je ne savais même pas que les tortues pouvaient posséder un petit nez pareil, mais en tout cas, sur leur représentation figurative sur le pied de la fibule, la ressemblance est assez extraordinaire. Certains me diront, oui, mais le Tartare, ce n'était pas le royaume des morts, etc. Bon, il faut déjà savoir que dans toutes ces mythologies, il y a eu différentes versions. Que Hadès, le royaume des morts, était à l'origine tout à fait distinct du puits du Tartare. Ce royaume était situé soit au niveau des extrémités de la terre, ou au-delà de la rivière Okeanos et du coucher du soleil, ou encore dans les profondeurs du creux du ventre de la terre. Bref, il y a eu différentes versions à travers le temps, mais pour ce qui m'intéresse plus particulièrement, je remarque déjà que sur d'antiques fibules grecques qui sont datées de près de 1000 ans avant l'Empire romain, on remarque déjà de curieuses formes, et je pense, à mon humble avis, que ces dernières figurent déjà une carte métaphorique du monde en fonction de ce qui était écrit dans les anciens textes. Donc une vision pythagoricienne de ce monde. Donc cette espèce de découpe dans cette tôle d'or, ça pourrait déjà peut-être figurer le puits. On parle aussi de nombreux hôtels, on parle de triples portes,
Enfin, toutes des choses qu'il faudra éclaircir, mais moi je veux dire, j'ai bien l'impression que toutes ces formes ne sont pas le fait du hasard. Plus tard, donc sous, on va dire, l'Empire, on va voir que sur nos fibules romaines, pour un même type de fibule, il va y avoir différentes façons de figurer la tête de tortue. Donc parfois ici, on va l'avoir de façon un peu réaliste, bien figurée. Parfois, elle ne va consister qu'en deux traits, comme fait au poinçon, au burin, ou alors tout simplement en petits globules, en bouton terminal. Sur d'autres types encore, on retrouve simplement une petite loge émaillée. Voilà, ici, un bel exemple. Quand on fait la comparaison entre toute une série de fibules, on va dire, de la même veine, ça devient presque une évidence. On voit toutes sortes de déclinaisons de cette petite tête de tortue. Donc parfois les yeux sont simplement incisés, parfois ils font l'objet de petites loges émaillées, parfois ils ressemblent à des espèces de petites accolades ici. Parfois c'est plus simple en bouton ou alors une loge émaillée. Donc on voit qu'il y a différentes déclinaisons du code Tartarus pour figurer cette petite tête de tortue. Donc parfois on part, comme sur cet exemple ici, d'une description un peu, enfin, bien figurative, pour aller de plus en plus vers l'essentiel. Donc là on n'a même plus les petites écailles, on a bien le petit croisillon ici. Là les yeux disparaissent, ici c'est schématisé et abstrait en plus simple expression. Et alors, ce qui n'était pas évident à remarquer, mais là il a fallu comprendre l'ensemble de la fibule pour voir qu'il y avait une suite logique. La petite tête de tortue figurant le tartare est bel et bien figurée aussi sur des fibules tardives comme les F31, cruciforme arbalète. Donc ici on voit qu'elles sont simplement figurées un peu de façon carrée, un peu plus géométrique ici, mais il s'agit toujours bel et bien de notre petite tête de tortue. Donc on a vu que pour un même type de fibule, il y a différentes façons de la figurer. De façon un peu réaliste, et on va vers des représentations de plus en plus abstraites et parfois simplifiées, comme avec cette croix ici, que l'on retrouve bien sûr dans les autres types de fibules, c'est la même chose. Donc c'est toujours cette représentation de tête de tortue, symbolisée parfois uniquement par cette petite croix sur le pied de la fibule. Comme par exemple sur cet autre type de fibule, qui lui s'apparente un peu plus au F31. Donc on le voit ici aussi sur le pied, cette petite croix incisée ou faite au burin, au pointeau, représente aussi le tartare. Alors voilà trois grandes questions. Qui, quand et pourquoi? Alors évidemment, l'objet de cette vidéo est de vous informer de cette nouvelle lecture, mais je ne pourrais pas bien sûr résumer des années de recherche et de comparaison en quelques minutes de vidéo. Mais je vais juste vous indiquer ici que une certaine fraternité, celle de néopythagoriciens, comportait un nombre d'individus, ici notamment Publius Nigidius Figulus et un autre Eudore d'Alexandrie, qui ont fondé le néopythagorisme vers -50 et qui ont donc créé leur école aussi bien à Alexandrie qu'à Rome,
Et c'est justement l'époque où vont apparaître toutes ces curieuses formes sur les fibules. Voilà, nous avons vu donc la tortue était un élément très important pour comprendre le sens de la fibule et qu'aussi nous pouvons envisager une fibule comme une tortue dans son entier. Elle porte sur son dos sa carapace, qui est aussi l'arc de la fibule, le ciel, et alors on peut voir donc dans ces artefacts une carte métaphorique du monde. Monde qui a été conceptualisé par les pythagoriciens d'abord et les néo-pythagoriciens ensuite. Alors les éléments qui constituent ce monde vont être figurés par des codes de trois types. Des codes formes, des codes couleurs et des codes points. Alors ces codes sont détaillés dans les autres vidéos de cette série sur le secret des fibules. Très important, nous verrons aussi que ce concept, cette lecture, s'applique aussi à d'autres types d'objets romains. Et voilà, j'espère que cette série de vidéos va vous permettre d'identifier les différentes parties des fibules et de mieux comprendre qu'en fait, ces formes sont vraiment planifiées et qu'elles ne sont pas le fait du hasard, qu'il a bel et bien l'envie de figurer un canevas sous-jacent, et nous verrons que celui-ci est d'ordre religieux au travers des différentes vidéos que je vous invite à regarder. Merci pour votre attention.